Pour moi, la communication, comme son nom l'indique, c'est de mettre en commun. Mettre en commun pas des mots, mais surtout des émotions. C'est beau ça. C'est très beau. Bernard, c'est incroyable. Bernard, enchanté. Bonjour. Le check Covid. Bonjour Bernard. Bernard, il y a un vrai style, un vrai flow. J'ai remarqué tout de suite quand t'es arrivé, il y a un style un peu Laurent Delahousse. C'est un très beau compliment. J'ai eu la chance de partager un plateau télé avec lui. Ah, t'avais fait déjà un plateau? Ouais. T'as fait pas mal de télé Bernard. Ah, j'en ai fait quelques-unes, oui. On t'invite pour des sujets sensibles qu'on va évoquer aujourd'hui. Tu veux boire quelque chose? Un verre d'eau, ça ira très bien. Un verre d'eau? Tu veux pas plutôt du pulco? Non, de l'eau. T'as pas besoin de sucre? Tu veux pas... Ok, ça marche. Échec de la négociation, ça a été très rapide. De base, je voulais arriver avec ça et être un forcené. Je voulais arriver en... C'est intéressant, tiens, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un forcené? Pas du tout. J'en ai aucune idée moi. Même à la télé, même les journalistes se trompent toujours sur forcené et prenant d'otage. Est-ce que tu connais la différence justement? Peut-être la préméditation, le forcené, il sait pas trop ce qu'il fait quoi. C'est pas ça. Ok, j'étais hyper fier de moi. Les deux peuvent être bien ou pas bien, les deux peuvent être déterminés ou pas déterminés. Comme son nom l'indique, le prenant d'otage a toujours des otages. Un forcené n'a jamais d'otage. Tout simplement. Génial. Et ben Bernard, quel est ton métier donc? J'étais négociateur au GIGN pendant 10 ans et j'ai quitté ce monde militaire parce que le GIGN est une unité militaire. Ouais, c'est la gendarmerie. Exactement. J'ai quitté ce milieu-là pour monter ma société, faire des conférences et des formations actuellement. Un très beau background pour faire ça. Quand on tape ton nom dans Google, donc Bernard Tellier, c'est bien toi, je me suis pas trompé. Non, c'est moi. Il y a marqué négociateur principal du GIGN, ça veut dire quoi principal? Alors, faut savoir que le négociateur fait de l'intervention aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement comme certains groupes à faire que de la négociation, on est polyvalent. C'est-à-dire qu'on a des tests d'entrée pour entrer au GIGN qui durent plus d'un an. Donc tu as passé les mêmes tests que les Ah oui, collègues qui sont avec toi, Tout à avec fait. le bouclier quoi. Il n'y a pas des tests négociateurs, il y a pas, non, on D'accord. passe tout le monde les mêmes tests. Pour te donner un exemple, on était 100 candidats, on a terminé à 6 pardon. D'accord. Sur les 100, il n'y en a que 6 qui ont été pris. Et c'est lors de ma première mission en Bretagne, sur un forcené, parce qu'il avait tué tous ses otages avant qu'on arrive, donc il était passé forcené puisqu'il n'avait plus d'otages. Ah oui, d'accord. Donc je suis le premier élément de l'assaut, baptême du feu, je viens d'être breveté, c'est ma... T'es pas encore négociateur? Non, non, je suis pas négociateur et j'attends. Je me mets vraiment au plus près de la maison, il y a l'équipe derrière moi et le négociateur commence. Il a négocié pendant 14 heures et au bout de 14 heures, il a réussi à faire descendre le forcené en bas de sa maison et là j'ai entendu top action, on a fait exploser la porte et je l'ai attrapé. Une allez, 3 secondes d'intervention. Pour 14 heures d'attente. Et là je me dis, tiens, négociateur, c'est pas mal. C'est drôle, c'est drôle, pardon. Le concept de cette émission, c'est qu'on parle souvent de sujets très graves. Comme reporter de guerre, on faisait des crêpes. Ça va être encore le cas aujourd'hui. Mais comptez sur nous pour faire de la petite blague aussi, pour détendre l'ambiance, même si évidemment il y a des sujets très graves. On imagine un mec qui arrive, qui dit poussez-vous, il a le mégaphone et il dit fais pas ça, déconne pas. Alors qu'en fait, t'es avant tout un militaire de formation. Bien sûr, et c'est ce qui fait notre force. On n'est pas restreint par exemple aux 35 heures. En général, au GIGN, on fait 80 heures, 90 heures par semaine. Parmi toutes les unités comme ça dans le monde, le GIGN paraît être parmi les meilleurs du monde, quoi. Je vais te dire quelque chose, il n'y a aucune unité au monde qui a le pourcentage de réussite du GIGN. Regarde en 94, Airbus d'Air France, je sais pas si tu vois. C'est à Marseille. Voilà, à Marseille, le GIGN lance l'assaut, les 200 passagers ont été sauvés. Aucun passager de blessé par balle ou de tué. Il y a eu un tué chez le GIGN, du coup, c'est ça? Non, non. Il y a eu un blessé qui... Non, il y en a eu une dizaine de blessés quand même par balle, mais aucun passager. Alors j'ai un gros défaut, c'est que je parle toujours au présent, même si j'y suis plus. Hein. Ok. Tu sais, on dit toujours GIGN un jour, GIGN toujours. Ok, c'est une famille quand tu passes 90 heures avec les mêmes personnes. C'est une famille. Et puis même les scènes, comme tu disais, là, ta première intervention, ça m'a pensé un peu même aux pompiers. Il y a eu un truc, ils arrivent, il y a des cadavres par terre. Tu peux pas ne pas t'impliquer émotionnellement dans Ah ouais, l'histoire bah des oui, gens. ça va être un truc ultra dur à gérer. Et puis même au-delà de ça, dans la négociation, du coup, tu fais en sorte que les gens ne commettent pas de crimes. Ça doit être super dur si la négociation échoue. C'est là où il faut mettre son ego de côté parce qu'on a un officier coordinateur qui est là, il a un œil sur le négociateur, il a un œil sur l'équipe d'assaut et il a un œil sur les tireurs d'élite. C'est les 3 principales fonctions quand on lance un assaut. Après, il y a tout ce qui est support, hein. Il y a le mécanicien qui nous accompagne, heureusement qu'il est là, il y a le secrétaire qui est avec nous, il y a le magasinier qui est avec nous aussi, mais ils ne sont pas en contact direct avec le preneur d'otage. Donc il y a toute une logistique en fait derrière. Voilà, et toute une logistique. Mais en fin de compte, cet officier coordinateur, il a un œil sur ces 3 aspects de l'intervention et puis instantanément, il peut me dire top négo. Là, il faut que je ravale ma série, même si j'en suis sûr qu'il va se rendre, laisse-moi. Non, il me dit stop négo, c'est que je sais qu'il y a quelqu'un qui a une opportunité. D'accord. Et à partir de là, j'arrête. Donc ça veut dire peut-être un tireur d'élite qui a une fenêtre sur... Non, même pas ça, parce qu'en fin de compte, les tireurs d'élite sont pas là pour tirer, ils sont là pour observer. Leur première mission, c'est d'aller assurer la sécurité de l'équipe d'assaut qui s'approche au plus près, et puis donner du renseignement. Et vraiment, s'il y a quelque chose où le preneur d'otage va tuer un otage, là oui, on peut leur demander qu'ils mettent une balle dans l'épaule ou dans la main du... D'accord. C'est un métier complètement... Enfin, je veux dire, là on t'a en face de nous, on se dit c'est pas réel. Ce que tu racontes pour des gens qui ont une vie normale, c'est de l'ordre de la fiction, quoi. Une fois que tu rentres au GIGN, tu le remarques pas parce que tout le monde est comme toi. Heureusement que vous êtes habitué à ça en même temps. Dans le monde de YouTube, c'est pareil, tu t'entoures de gens qui font les vidéos, des fois tu peux être déconnecté sur un truc et la vraie vie te rappelle à l'ordre, non c'est pas ça la vie des fois. Putain, c'est fort, c'est une belle entrée déjà. Ouais, là c'est incroyable. On attend un petit peu pour l'activité, elle est folle aujourd'hui. Vous vous rappelez le concept de la chaîne? Un domaine d'expertise, une activité enfantine. Banal en tout cas. Banal. Aujourd'hui on va négocier avec Bernard, et pas n'importe quoi, on va négocier des cartes Pokémon parce qu'on va ouvrir des boosters. Mais là on est tellement parti dans la conversation que je veux pas l'arrêter, c'est incroyable.
Le fait que tu sois formé à être dans la colonne d'assaut, etc. Quand tu es négociateur, au moins, si jamais la négociation mène à un assaut, tu sais quel risque tu fais prendre à tes collègues. Alors que si tu étais juste un négociateur à part, tu pourrais potentiellement faire prendre des risques inconsidérés parce que tu sais pas vraiment ce qui va se passer après. Et là, tu viens de trouver la clé de la réussite. Par exemple, je prends les SWAT, qui est une unité américaine d'intervention qu'on peut comparer aux GIGN, qui ont un pourcentage bien moindre que nous. Paraissent de l'extérieur très bourrin. Déjà, oui. Tu sais qu'il y a un proverbe à Los Angeles, si t'es pris en otage, prie pour que les SWAT ne viennent pas. D'accord. Donc ça résume tout. Ah oui. Ok, ils arrivent et cassent la porte. Moi, je suis otage à Los Angeles, j'appelle en France, dit le gars. J'aimerais bien que ce soit le GIGN. Non, mais pas le SWAT, juste. Et en fin de compte, les SWAT, celui qui négocie n'est pas dans la colonne d'assaut. Donc ça pose un problème qu'on n'a pas au GIGN parce que le lundi, par exemple, je suis dans la colonne d'assaut, le mardi, je suis à la négociation. Oh, le planning du dimanche soir. Donc la colonne d'assaut, je sais ce qu'ils ressentent pendant les 10 ou 14 heures parce que moi aussi, je suis dedans. Tu l'as vécu et tu vas le vivre demain. Tu as la vie de tes collègues entre les mains, ils ont la tienne entre les leurs, donc il faut qu'il y ait une confiance absolue. Alors tu vois, quand tu dis confiance aussi, quand tu viens d'être breveté, tu arrives au GIGN, donc là tu as tous les guerriers du GIGN qui sont là. Alors il y a des gens qui ont des doigts en moins au GIGN parce que tu es protégé le corps, mais quand tu avances toujours comme ça, donc les mains sont pas protégées, les avant-bras non plus. Donc il y a pas mal de gens qui ont des cicatrices sur les avant-bras ou des doigts en moins. Et quand tu arrives devant ces guerriers-là, tu es impressionné, toi tu n'as jamais fait d'intervention. Et à un certain moment, ils t'attrapent. Je veux pas savoir les bisutages de première année du GIGN. Non, les bisutages, je te le dirai pas. Mais là, ils en attrapent un. Donc on est 6 stagiaires et ils mettent un pare-balles à un stagiaire, ils lui mettent un pigeon d'argile et puis il me dit bah, tiens, vas-y, tire-lui dessus. Et c'est la première fois que tu tires sur quelqu'un. D'accord. Il faut que tu aies confiance en ton arme, confiance à l'autre qui panique pas parce que s'il bouge, eh ben, tu lui mets une balle dans le cou et c'est terminé pour lui. Et puis l'autre, il a confiance en toi. Wow. Ça c'est pas le bisutage, c'est juste la première. Ouais, c'est pour ça que je disais, ça c'est pas le bisutage, c'est l'entrée en matière. D'accord. C'est pas que un entraînement physique, il y a un entraînement psychologique. Ah bah ouais. Mais alors, un conseil que je donne aux futurs qui veulent rentrer au GIGN, c'est que ne misez pas tout sur le physique parce qu'on est plus testé sur l'aspect psychologique au GIGN. Le physique, on va dire, c'est une bonne base, ouais, mais on va te juger sur ta mentalité. Et donc, on te met en difficulté au GIGN pendant ces 14 mois où tu manques de sommeil, où tu es vraiment en limite. On voit si tu arrives à maîtriser tes émotions. Est-ce que tu vas te mettre en colère pour un rien? Est-ce que tu vas arrêter d'être cohésion avec les autres? Est-ce que tu vas te séparer du groupe? Et tu comprends bien que même le plus fort au monde qui se met en colère pour pas grand-chose, on n'a pas besoin de lui au GIGN. Je sais pas si c'est rare ou pas les interventions du GIGN, mais généralement j'ai l'impression que quand il y en a, c'est tout de suite médiatisé. Alors non, il y en a très peu qui sont médiatisés. Mais je trouve que c'est fort quand ça l'est. Oh, GIGN. Dès qu'on entend GIGN s'est déplacé, c'est que c'est forcément grave, alors qu'en fait vous travaillez tous les jours. Quoi. Je vais te donner un chiffre, ça dépend des années, mais c'est 500 missions par an. Ouais, 365 jours par an, donc c'est plus d'une par jour. À partir de quand ça switch au GIGN? Là j'appelle le 17, il y a mes voisins ils font du bruit, c'est chiant. Il y a un degré pour appeler le GIGN, on va pas déplacer le GIGN pour des choses que la gendarmerie, les pompiers ou les policiers peuvent faire. Bien souvent, malheureusement, on nous appelle souvent trop tard parce qu'on n'ose pas déplacer le GIGN. Alors il faut savoir qu'il y a un GIGN national qui est à Versailles. Et puis après, on a créé des antennes GIGN un peu partout en France qui permettent soit d'intervenir, soit de temporiser pendant que le GIGN national arrive. Parce qu'il y a des gens qui essaient de négocier avant nous, puis là, boum, il y a un mort. Et là, peut-être que ça dépasse nos compétences, on va appeler le GIGN. Donc quand on arrive, il y a souvent des scènes atroces, il y a souvent des cadavres, il y a souvent des morts. C'est pour ça qu'au GIGN, on est testé sur notre batterie émotionnelle parce que quand tu arrives et que tu as ces cadavres, en tant que négociateur, ça influence ta négociation. Quand tu sais que le preneur d'otage vient de tuer ce gosse, puis tu as le cadavre devant toi, waouh, t'as pas envie de négocier avec lui. Tout le monde te dit que c'est un monstre, mais il faut que tu arrives à faire abstraction de ça parce que si tu commences la négociation avec un jugement sur lui, c'est terminé, il va le sentir et puis tu vas te planter. Et waouh, tu m'as calmé un peu. Si tu dois aller en soutien à Toulon, vous partez à fond avec des véhicules, prenez l'autoroute à... Alors on a 5 hélicos, des Pumas, de l'armée de terre, qui sont à notre disposition. Mais le problème, par exemple, si tu as une mission à Marseille, les Pumas, ils sont obligés de s'arrêter, par exemple, à Montélimar pour faire le plein. Après, ils redécollent, ils ne peuvent pas s'arrêter sur la prise d'otage parce que, imagine, 5 Pumas qui arrivent, ça va faire un bruit énorme. Donc ils s'arrêtent à 20-25 km. Là, il faut trouver 10 véhicules et ça met du temps. Là, on a des véhicules assez puissants, on va aussi vite que le TGV. Voilà. Vous allez à 250 en voiture sur l'autoroute pour plus. descendre. 300 même, ouais, 300. Vous allez à 300 km sur l'autoroute. Quand c'est vraiment urgent, ouais, bien sûr. C'est de la fiction. C'est vraiment... C'est de la fiction. Alors, tous les ans, on a un stage au Mans et un stage au Nürburgring en Allemagne. Allemagne. Tu peux être affecté à conduire. Tout le monde est pilote. Tout le monde doit être formé sur tout en Voilà. D'ailleurs, on n'a même pas dit ce que ça voulait dire, mais je vais peut-être l'écorcher, c'est-à-dire groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. C'est ça. Il existe le GIPN aussi, peut-être on en parlera après. Il n'existe plus. Il n'existe plus, ok, d'accord. Tous les JPN ont été dissous ou alors ont changé d'appellation, ils s'appellent les RAID. Okay. Qu'est-ce qui différencie, par exemple, pourquoi on va appeler plus la... C'est que le secteur. Vous êtes aussi compétent. Oui, c'est pareil. Ouais. Et la seule chose qui nous différencie du RAID, c'est le statut militaire pour nous et eux, ils ont un statut plus civil. Donc on fait des missions à l'étranger, c'est la seule différence. Et entre nous, vu que vous faites le même métier avec le RAID, est-ce qu'il y a une petite guéguerre où c'est évident que oui? À notre niveau, non. Pourquoi? Parce qu'on a la tête dans le guidon, eux ils ont la tête dans le guidon, franchement on n'a pas le temps. Ouais. C'est ouf hein là. Là, je crois que c'est la première fois, on a presque pas envie de faire l'activité tellement c'est passionnant. Je sais pas si j'ai envie d'ouvrir des dracs au feu là. Alors, il va falloir que tu m'expliques à quoi ça consiste ce truc. Alors, à quoi ça consiste? Je t'avoue qu'on n'est pas expert avec Jordan. Justement, on va dire un truc, c'est qu'on va ouvrir des cartes, on va pas savoir si elles ont une valeur, Voilà, si elles ont on va les montrer à la caméra et dans les commentaires.
C'est vous qui le direz. Voici un booster. À la base, c'est un jeu. Je crois que plus personne ne joue à ce jeu réellement. Le seul but, c'est de les collectionner. Le but, c'est d'avoir le plus rare possible, tout simplement, sachant que ça peut valoir beaucoup d'argent. Alors, on pourra négocier pour les récupérer. Absolument. Alors, on va faire un 4 chacun 3 chacun. Il en a 4 déjà. J'en ai 4. Favoritisme. T'as vu J'en ai 4. Et vous les connaissez, celles qui valent le plus Absolument cher pas. C'est là où notre compétence s'arrête. Ouais. Bon, ça me rassure parce que je suis aussi compétent que vous. Hein. Ah non, mais là. On ouvre ou pas alors? J'en ouvre un. Mais déjà, il a commencé. Donc, Ouais, c'est bon, c'est bon. Terrible ce que je fais. Je sais qu'on me déteste. Ah, celle-là, elle brille. Mais c'est incroyable. Elle brille celle-là. Ouais, absolument. Elle brille, Absolument. elle est top, mais je sais pas. Écoute, on s'en fout de la valeur. Moi, je vais vraiment choisir celle que j'ai envie et je vais essayer de te choper des cartes que juste je trouve belles en fait. Bah, celle-là, tu peux toujours courir pour l'avoir. Hein. Ouais, ok. Ça dépend, ça dépend. Je vais peut-être te Hugo a sortir un commencé. truc que tu veux. Imagine, je sors une sorte de Pokémon GIGN. Ah, c'est vrai. Tu vois, c'est ce que je veux dire? Mais va faire négociateur en fait. Bah, attends, je l'ai pas encore le truc en fait. Ah, j'en ai une autre qui brille. Ok, ça commence à faire beaucoup. Peut-être qu'elles sont communes finalement. Est-ce que tu es déjà arrivé devant un forcené, t'as dit, mais celle-là, elle brille. J'ai un Dracofeu Shiny, tu peux sortir. J'avoue. T'en échanges une si tu veux. Ah, vraiment, celle-là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et on va être la risée de tout le monde. là. Oui, absolument. Non, Bernard, je te propose Evoli contre ta montre. C'est un. Tu sais que c'est une montre GIGN. Hein. C'est une montre GIGN. Ouais, ouais. Oh, Quoi? C'est une Rolex GIGN? Avec mon numéro de brevet et tout. Ouais, c'est. Mais c'est inestimable. Donc je confirme ma proposition, Evoli. c'est le GIGN qui vous l'a fourni ou c'est comment? Alors non, c'est en fin de compte, c'est Rolex. Est-ce que je peux le prendre en photo? Contre ça, oui. Allez, c'est oui. Ah, ça c'est super. Mais Bah, contre une photo de l'arrière d'une Rolex du GIGN, Mais tu te rends compte? il avait déjà accepté le. T'es très mauvais finalement. Bon, revenons à nos forcenés. Merci. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Il en a déjà gagné une, il a déjà gratté une. À la fin, à tous les dés. Mais du coup, quand tu arrives sur une intervention, donc tu es en fait en première ligne. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand on nous appelle, c'est que c'est catastrophique. Donc, on est en situation de crise. Le risque, tu le connais, c'est la mort. Tu sais que tu risques de mourir. Tu sais pas si le preneur d'otage va rentrer en communication avec toi, s'il va rentrer dans un mutisme, s'il va lâcher ses revendications, au contraire, s'il va se mettre en colère après toi ou s'il va tuer un otage. Et c'est cette incertitude qui rend la mission beaucoup plus dangereuse que le risque en lui-même, en fin de compte. Quand tu arrives comme ça, eh bien, il y a toujours une tension énorme. Ce que j'ai remarqué en temps de crise, c'est que tout le monde devient égoïste. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé que son problème est plus important que ceux des autres. Le préfet veut qu'on lance un assaut parce qu'il veut que ça se termine au plus vite. Voilà. La famille des otages veut qu'on sauve leurs enfants. Le maire de la ville, par exemple, veut surtout qu'on fasse pas de bruit parce qu'il veut pas que sa commune soit entachée. Et toi, t'es ballotté entre tout. Et il y a les journalistes, au contraire, eux, qui veulent beaucoup d'informations pour que ça se sache au niveau national. Et puis, tu as le preneur d'otages, qu'il ne faut pas oublier, qui veut qu'on satisfasse ses revendications. Pour moi, une de négociateur devrait être concernée uniquement par le forcené ou le preneur d'otage et éventuellement son chef, quoi. Mais tu es quand même au milieu de tous ces interlocuteurs-là. Le truc, c'est que tu es obligé d'interroger le maire parce qu'il a vu des choses. C'est une sorte de témoin, quoi. Voilà. Et puis là, dans la conversation, il te place, bon, voilà, si vous pouvez, ça se divulgue pas trop, donc on ne parlait pas aux journalistes, n'en parlez pas. Et si tu en parles aux journalistes, mais il va avoir l'impression que tu l'as trahi, tu vois. Donc là, tu risques de rentrer dans un mutisme. Et tous ces gens-là connaissent le passé, soit des otages, soit du preneur d'otages. Donc c'est important d'entendre tout ça. Le problème, c'est qu'on se focalise souvent sur les faiblesses d'un individu. Quand j'interrogeais les gens, tout le monde décriait le preneur d'otage comme un monstre. Et tout le monde se focalisait sur les défauts de ce gars-là, parce qu'il avait tué. Comment veux-tu que je ramène à la raison un tel monstre si j'ai qu'un prisme négatif, quoi. Moi, j'obligeais les témoins à me donner au moins un détail positif. Et j'allais rattacher ma négociation sur ce détail positif pour instaurer un lien de confiance. Donc, il faut que tu demandes à des gens qui sont terrorisés, dans une colère, parce que peut-être ils ont perdu quelqu'un ou quoi. À eux, non. Mais par exemple, si je connaissais la famille du preneur d'otage, là, je pouvais leur demander. Eux, ils pouvaient me dire, tiens, oui, il a un enfant qu'il adore, ou il a un animal de compagnie qu'il adore, ou il a une passion dans la vie qu'il adore. Pense à ton chat, là, il t'attend. Pourquoi? Ah, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un truc super intéressant, c'est que tu dois connaître la personne avec qui tu vas passer les prochaines heures pour obtenir des choses des Je choses me mets debout, critiques. j'adore. C'est incroyable. Comment tu prépares ta connaissance de la personne, en fait, peut-être sur le trajet, non? Ouais, déjà, on interroge par téléphone les témoins. Alors, pas les familles, parce qu'il faut être présent avec les familles, c'est super important parce qu'ils vivent un moment fort, mais le maire, le préfet, les gendarmes, les policiers, tu peux déjà commencer. T'amasses le max d'informations, dans tous les cas. Un maximum de renseignements sur le preneur d'otage, ça c'est important aussi. Tu peux m'appeler son médecin, enfin tous les gens qui tournent autour de lui. Il faut savoir que quand tu arrives sur place, on fait un briefing, on va nous donner un objectif. L'objectif de global, c'est de sauver par exemple les 10 otages. Mais moi, négociateur, tout seul, je suis incapable de sauver les 10 otages. Et c'est seulement si on travaille tous ensemble qu'on va y arriver. Mais est-ce que des fois l'objectif c'est on n'en sauve que 5? Objectif, parce que c'est pas... Non, certaines unités font ça et ce que j'aurais tendance à dire, c'est ne visez jamais la médiocrité parce que malheureusement, vous allez l'atteindre. Et nous, on peut pas concevoir ça. Non. On n'abandonne jamais un otage. On va se défoncer pour lui. Donc, une fois qu'on me donne mon objectif, alors il faut savoir que c'est pas seulement ramener le preneur d'otage à la raison. Hein. On peut simplement me donner comme objectif, tiens, il va falloir que tu dissocies les otages des preneurs d'otages. C'est-à-dire qu'on sait que les otages sont dans le salon, tu l'amènes dans la cuisine et nous, on lance un assaut, on va le bloquer dans la cuisine. Ou alors qu'ils se rendent carrément. Donc ça, c'est les objectifs qu'on te donne à toi. Voilà. Quand on arrive sur place, il y a tout de suite une équipe d'urgence
qui est lancée au plus près du lieu. Comme ça, s'il commence à tuer un otage, il y a l'assaut directement. Il y a une autre équipe qui fait un tour du périmètre et qui regarde. Il y a des mini-caméras, on peut voir l'intérieur, on peut voir la disposition des personnes. Et à partir de là, il y a cet objectif qui est fait par rapport au terrain. Voilà. C'est toujours la situation qui commande. Ouais, c'est pas toi qui arrive en disant bon, celui-là, je vais essayer de le faire aller dans la cuisine et puis de vous adapter les gars. Il y a un coordinateur, du coup, tu disais, il y a quelqu'un qui met en place cette stratégie globale et toi, tu es une partie des 3 pôles. Voilà, exactement. Et tu es armé? Oui, toujours. J'ai un pare-balles à porte discret sous ma chemise, par exemple. Ah, donc tu es quand même en civil par rapport à tes collègues qui sont en armure. Oui. On ne se fait pas forcément passer pour un négociateur du GIGN. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que ça pouvait faire peur. On est là-dedans depuis tout à l'heure, mais genre, il y a ce côté où on perçoit ce métier qu'à travers le cinéma ou la fiction ou les séries. Et donc, la personne qui est preneur d'otages ou forcené, elle a ce prisme-là aussi. Et donc, elle voit arriver quelqu'un, se dit c'est le négociateur. Et donc, je sais comment ça se passe, j'ai vu les films, quoi. C'est ça, moi je me demandais ça depuis tout à l'heure. Je me dis, mais en fait, par exemple, tu racontes tout ça. Il y a peut-être un forcené qui Je l'espère regarde. pas, il y a peut-être un forcené qui a un futur, en tout cas, non, je fais pas ça. Ça paraît évident, tu te dis, bah, je sais très bien qu'il y aura un négociateur, je vais pas. Alors justement, ils ne le savent pas forcément. On arrive, on prend une autre couverture. Tu peux prendre directeur du cabinet du préfet, adjoint au maire. Alors, jamais le préfet et jamais le maire parce qu'on veut pas quelqu'un qui ait toute l'autorité. Celui qui commande ne négocie pas et celui qui négocie ne commande pas. Parce que si tu as tous les pouvoirs, on te demande quelque chose, tu ne peux pas dire non. Ouais. Voilà. Et des fois, tu dis qui tu es ou pas? Alors, jamais. Oui, si ça nous arrive, par exemple, dans tout ce qui est mutinerie dans les prisons, on sait qu'on a un fort impact. Quand ils savent que le GIGN est là, les détenus se disent bon, ok. Je les ai déjà vus une fois d'ailleurs, c'est un peu à cause de que je suis là. Donc, Dieu, lui, il a été déjà médecin, il a été pompier aussi. Je vois le gars, quoi. Enfin, le fait que tu le racontes là, publiquement, ça veut dire que tu sais que les forcenés, les preneurs d'otages et les futurs ont quand même une grosse méconnaissance de comment ça marche et que même si tu le dis, Oui, ça mais changera alors, rien. pourquoi ça changera rien? Parce que premièrement, quand tu fais une prise d'otage, donc quand tu l'as subie, quand tu la vis en tout cas, tu as une pression intense. qui fait qu'on n'est pas comme là détente à réfléchir. Voilà, et à... exactement. Ouais. Et là, ce terme est important, c'est l'instinct qui vient. L'instinct, c'est animal. Et quand tu réfléchis avec cet instinct, il n'y a que 2 façons de réagir par l'instinct, même 3. La fuite. Ouais, la fuite. L'attaque ou la soumission. La soumission, moins. Tu arrives à intimider, des fois c'est une stratégie. C'est pas intimider, c'est le ramener à la raison. Et puis, il se soumet à nos revendications. Ça arrive des fois, il bien sûr. s'agenouille et il met fin au truc. Ça arrive, il y a des moments, j'ai fait une prise d'otage dans une école il y a quelques années, à Sablé-sur-Sarthe, au Mans, une vingtaine d'adolescents pris en otage par un homme armé et d'un pistolet automatique. 5 heures de négociation, super rapide. 5 heures c'est rapide. Ah oui, c'est très rapide. Ouais. Déjà au bout de 2 heures, j'avais libéré 10 enfants. Et puis au bout des 5 heures, les 20 adolescents avaient été libérés, les 2 profs aussi. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait dépassé les bornes, voilà. Attends, ça c'est dingue parce que du coup, je sais pas si c'est des trucs que tu peux raconter du coup, parce que c'est des situations réelles là. Donc je sais pas si tu peux te dire ce que tu as dit, etc. Comment tu as entamé la discussion. Mais en tout cas, si tu peux, c'est génial. Mais justement, comment ça se passe avec un gars comme ça qui. Il y a des enfants, enfin, le fait d'arriver à négocier qu'il y en ait déjà 10 qui sortent. Pourquoi 10? Pas tout le monde, enfin. Qu'est-ce que tu lui donnes en échange aussi? Peut-être tu lui donnes un booster. Juste après ça, Non, on s'ouvre un booster après ça. Ah ouais. Comment ça s'est passé ce jour-là? Il y a une batterie émotionnelle, on a besoin de cette batterie émotionnelle. La communication, c'est que de l'émotion. S'il n'y a pas un échange d'émotions, il n'y a pas de communication. Puis d'ailleurs, tu peux le remarquer, il y a des fois, tu rentres en communication avec certaines personnes et tu t'emmerdes. Puis il y a des autres où tu as envie de faire des projets, tu as envie d'avoir que ça continue jusqu'au bout de la nuit avec eux. Comme cette conversation. Ouais. Donc il y a un échange émotionnel. Et s'il n'y a pas cet échange émotionnel, tu peux pas. Et moi, quand je suis arrivé là-dessus, je me suis bien renseigné sur lui. J'avais son nom, j'avais son passé. Et en fin de compte, je me suis aperçu qu'il y a des années en arrière, il avait un fort lien affectif, mais c'était pas réciproque, avec une personne de l'établissement. Et donc j'ai appelé cette personne et je lui ai dit, ben voilà, vous allez négocier à ma place. Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Et là, dès qu'il a entendu sa voix, la négociation, c'est très peu de mots, mais c'est beaucoup d'émotions. Si tu n'as pas cette sensibilité, il y en a qui n'ont pas cette sensibilité, hein, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Ce sont de mauvais communicants. Et c'est pour ça qu'ils n'arriveront jamais à faire changer la vie de la personne en face. Là, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure où tu dis qu'il y a une tension de malade, genre tout est sclérosé et on est dans des instincts animaux. En faisant ça, en faisant appeler la personne qui est importante dans la vie du forcené ou du preneur d'otage, tu désamorces un peu ce côté instinct animal. On revient à la réalité aussi. En fin de compte, c'est pour lui offrir une autre possibilité. Voilà. Tout le monde du GIGN ne peut pas faire ce que tu fais. Bah, c'est pour ça qu'à mon époque, on était 4 négociateurs, maintenant ils sont un peu plus. Ouais. Tu es dans la colonne d'assaut, tu veux devenir négociateur, tu postules quand même un truc, tu dis moi ça m'intéresse. Tu as des tests. Il y a une formation interne. Tu as des tests d'abord, parce que nous on était plusieurs à vouloir être négociateurs, c'est moi qui étais retenu. Et après tu pars pour 2 ans de formation. Alors c'est pas 2 ans bloqués, hein. C'est-à-dire que tu fais 2 jours par semaine. En plus ou à la place de ce que tu fais? En plus, le samedi, dimanche on travaille aussi. Hein. Tu es soit à l'assaut, soit tu accompagnes un négociateur confirmé. Et là tu le vois travailler et tout ça. Et donc tu mets en pratique la théorie que tu viens d'apprendre directement. Tu apprends le lendemain matin, tu es de face à un forcené. Et c'est génial parce que tu mets en pratique directement la théorie, ça c'est top. Ah ouais, non, c'est incroyable. Ouais. 10 ans de métier donc. Ouais. De quelle année à quelle année? J'ai fait de 97 à 2007. Ok. Et ça t'est. Vas-y. Voilà, vas-y, je sais plus là. Non, moi j'allais Là, dire, on est est-ce que. Bah... Bon, on ouvre un booster. Oui, on ouvre un booster. Mais en même temps, est-ce que ça t'est probablement déjà arrivé, enfin, échouer une négociation? On va dire que tu as du mal à échouer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout seul. Tu as l'équipe d'assaut qui est là et tu as les tireurs d'élite qui sont là. Il y a un relais. Et moi, j'ai déjà vu commencer une négociation. C'était sur un gars qui avait tué ses voisins. Il était enfermé. Et puis, il y avait une gamine encore qui l'allait tuer. Ça faisait 2 heures que j'étais au téléphone avec lui. Je vois que la gamine l'embêtait et j'avais peur qu'il la tue. Je lui ai dit, moi, ce que je vous propose, c'est que vous libérez
la gamine et moi je viens à sa place. Et il accepte. Moi j'ai un peu peur, j'ai jeté votre arme par la fenêtre parce qu'il avait tué 2 gendarmes aussi. Les cadavres étaient encore devant. Et t'y allais? Je veux pas y aller parce que je sais très bien, j'ai pas envie de terminer comme la famille. Et donc un gendarme il jette son fusil et là j'avance, je vois que la porte s'ouvre et je vois la petite qui est tenue par les cheveux et je lui dis bah écoutez monsieur Durand, j'ai un peu peur, sortez au moins que je vous vois parce que moi je veux qu'il sorte pour que l'équipe d'assaut l'attrape. Et le gars il sort, l'équipe d'assaut est lancée et là malheureusement il pousse la gamine par terre, il arrive à rentrer dans sa maison avant que l'équipe d'assaut arrive à l'attraper. Imagine la colère qu'il a et c'est son ouais. Là, il a plus d'otage. Il a plus d'otage. Il a plus d'otage, Voilà. par contre, il a plus aucune confiance en toi non plus. Il a plus aucune plus- confiance. En plus, l'équipe d'assaut est quand même rentrée, mais ce gars-là était intelligent. Il avait un pistolet automatique dans le dos. Et quand l'équipe d'assaut est arrivée, il a sorti son pistolet automatique. Et plutôt que de braquer l'équipe d'assaut, il a pris son arme, il l'a mis là. Et là, l'équipe d'assaut s'est arrêtée parce qu'ils ont eu peur qu'il se suicide. Et là, j'entends, je veux parler au médiateur. C'était moi, et je m'étais fait passer pour un médiateur de la préfecture. Attends, ça veut dire que l'équipe d'assaut, s'ils voient quelqu'un faire ça, ils vont pas profiter de la situation en se disant au moins on serait débarrassé. Ils font leur taf professionnellement en se disant Ouais. on essaye qu'il n'y ait pas de La mort vie, faut ou qu'elle qui que soit ce soit. sauvée. quoi. Tout à fait. En plus, ils étaient plus menacés. Et donc moi, quand j'arrive, je vois l'équipe d'assaut à 2 mètres du preneur d'otage avec l'arme sous son menton. Et j'arrive chez Monsieur Durand, je suis le médiateur de la préfecture, que se passe-t-il? Et là, sans lâcher l'équipe d'assaut, il me regarde un peu de travers et il me dit t'as 5 secondes pour faire partir tout le monde, sinon je me fais exploser la tête. 5, 4, 3, 2 et aussi vite que ça. Et là, il faut vite réagir. À 1, je lui dis tout le monde sort. Alors j'ai eu un doute, hein, est-ce que c'est de l'intox ou est-ce qu'il va le faire? Mais imagine qu'il le fasse. Après, on peut me le reprocher aussi. Hein. Donc l'équipe d'assaut sort et il me laisse seul avec lui. Et là, j'ai dû recommencer la négociation par rapport à tout à l'heure en rétablissant un peu de confiance. Allez, on s'ouvre un booster parce que là c'était dur. J'imagine une situation où il y a une négo et tu rentres et finalement le gars te reconnaît. T'es Bernard? Mais t'es à l'école ensemble, 6ème B? Mais oui. Bon, je me rends. Putain, Bernard, comment t'as fait? Ouah, du talent. Un Smogogo shiny. Et puis le reste de la merde. Et ça, je l'échangerai pas contre une photo d'une montre, hein, je te le dis. À 2ème Evoli, encore du Abo, Mélofé, Rondoudou, j'ai le même deck. Hein. Voltali, brillant, ça fait plaisir. Attention. Mais Moi, j'ai un Qu'est-ce que Toco c'est, Pisco. ça Je sais pas, Toco Pisco. attends, Alors, Bernard. ça vaut de l'or, ça, toi. Ça, j'aime bien, toi. Énergie, ça. Si t'aimes bien l'énergie, moi je peux t'en filer une. Mais personne n'en voudra ça. Merci. De Ouais, si vous allez. C'est le début de ma négo, c'est que je te Oui. le donne. toute façon, on donne jamais sans arrière-pensée. Attends, pas mais compris pour l'instant. on va parler après de ce que tu as donné aux forcenés. Est-ce que on t'a déjà réclamé un hélico ou quelque chose? Bien sûr. Genre une Vitelle ou un truc. Bien sûr, il te réclame des choses. Tu les as déjà donnés ou la règle c'est jamais rien? Le problème, c'est que si tu donnes un hélico, bah, il va se barrer. C'est une constatation basique, mais c'est vrai. Mais sans parler d'hélico, mais une demande un peu incongrue. Tiens, j'avais très envie de poser cette question tout à l'heure. Est-ce qu'on t'a demandé des choses qui n'ont. Oui, insolite. Tu vois, par exemple, il y a des choses importantes. Ils te demandent tout souvent à manger. Donc, à partir de là, tu peux connaître pas mal de choses, le nombre d'otages. Ça te donne des indices. Ouais, des choses incroyables. Non, ils ont en fin de compte, comme on n'est pas en survie, c'est des choses basiques, c'est des voitures. C'est souvent des choses par rapport à la fuite ou pas? Voilà. Il y a des profils psychologiques types que tu retrouves un peu des schémas de pensée. Tu sais, hein, c'est simple de leur jeter la pierre à ces gens-là, mais moi, je vais te dire, dans 95% des missions que j'ai faites, je me suis dit, si j'avais eu leur parcours de vie, je serais pas mieux qu'eux. Ils ont des parcours de vie très durs, des enfances très dures. La vie les a vraiment pas épargnés. Ça les excuse en rien, attention. Ouais, hein, bien sûr. Parce qu'il y en a plein qui ont des vies dures et qui sont bien, voilà. Mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à se remettre en question, qui sont assez obtus, soit des gens extrêmement tristes, c'est vraiment le désespoir. Ça me fait penser justement à un passage du livre L'Art de la guerre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre où c'est un commandant d'armée chinois, je crois, ouais. chinois, qui explique des méthodes de guerre. Alors, c'est comme ça, c'est pas cool du tout, mais en vrai, ça apprend énormément de choses. Sur le marketing. Ouais, voilà. Et ils expliquent dans ce livre qu'à un moment donné, il faut toujours, quand on encercle un village, laisser une sortie. Ils disaient, mais c'est con parce que si tu laisses une sortie, bah, les gens se barrent quoi. Et ouais, mais si tu encercles complètement et qu'ils sont dans le désespoir, ils vont ramasser tout ce qu'ils ont par Ils vont se terre battre, hein. et ils vont se battre jusqu'au Tout bout. à Quoi. fait. Et du coup, toi, ton métier en vrai, c'est de créer cette sortie. Tout à fait. En vrai, c'est fou. Hein. Ouais. Franchement, Du coup, après 10 ans de GIGN, ça me fait une transition. Tout ce que tu as appris là, dans quel domaine d'activité ça sert? Ce que Non, tu as appris? tous les domaines. Par exemple, je travaille beaucoup avec les médecins dans l'observance. Comment fidéliser un patient à son traitement, communiquer différemment avec son patient, justement. Quand il veut un hélico, par exemple. Mais tu sais, sur le fond, c'est différent, mais sur la forme, ça reste identique. Hein. Libérer des otages, c'est un acte de vente, hein, même si ça peut se surprendre que je dis ça, c'est un acte de vente. Donc, je fais des formations en tout ce qui est négociation commerciale, négociation Il y a des conflit. écoles de commerce où ils ont en professeur Bernard Tellier, Non, négociateur non, de c'est-à-dire GIGN. que c'est des formations que je fais moi-même. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Moi, j'étais en conflit un jour avec GDF, mais m'avait prévu 2000 € alors que c'était 200. ah oui, c'est chiant ça. J'aurais bien aimé avoir un négociateur du GIGN dans mes contacts. Putain, est-ce que tu dois avoir peut-être des amis comme ça qui te disent j'arrive pas à négocier avec ce gars? Ça m'arrive, ouais. Mais il faut savoir qu'on obtient beaucoup plus de choses par la gentillesse que par la méchanceté. Souvent, on se met tout de suite en colère et c'est là où on perd des gens. Est-ce que tu as une intervention en particulier sur 10 ans qui t'a vraiment marqué? Parce que je me dis, quand tu sors d'une intervention pareille, des fois tu repars direct sur une autre, des fois ça se calme. Tu as peut-être une famille, une femme, des enfants, je sais pas. Il y a un soutien psychologique aussi derrière, est-ce que... Alors, déjà, toutes les missions qu'on fait sont extraordinaires puisqu'on nous appelle, donc ça sort de l'ordinaire. Après, tout ce qui touche les enfants, bah ouais, c'est super dur. Un jour, j'ai fait un père de famille qui détenait en otage 2 enfants, un enfant de 4 ans et un enfant de 8 ans. Mais c'était pas ses enfants. Si, c'était C'était ses ses enfants. enfants, d'accord. Et donc, on nous appelle, on arrive sur place. Quand j'ouvre ma porte de ma voiture, j'entends un coup de feu. Moi, je reste dans la voiture, je bouge pas, je sais pas si c'est les gendarmes qui tirent sur le preneur d'otage. Et là, il y a un gendarme qui arrive
et qui nous annonce, là, le père de famille vient de tuer son premier enfant de 4 ans, il vient de balancer le corps sur le paillasson. Et là, ça fait 10 secondes que je suis là et j'ai déjà perdu un petit otage. J'ai des jumelles, mes jumelles avaient 4 ans, exactement le même âge que ce petit garçon qui venait de mourir. Et là, eh ben, c'est super dur de faire la part des choses. Surtout que la maman était là, le préfet est là, qui me dit, moi j'ai essayé de négocier avec lui, ce gars-là, il m'a pas décroché un mot pendant 4 heures, c'est un monstre. Et là, il va falloir faire la part des choses, ne pas lancer d'assaut, rentrer en communication avec lui, essayer de comprendre. Et ça, c'est extrêmement dur. Et ça s'est terminé. On a sauvé le deuxième enfant et le papa. Il s'est rendu après quelques heures de négociation. Ouais. C'est comme les pompiers, etc. Enfin, Bah, il y a ça m'a fait forcément un moment penser donné, tu justement, transposes ouais. à l'histoire de ce qui se passe. Mon père a fait justement, il était marin-pompier et puis après 40 ans de carrière là-dedans. Et en fait, il y avait une classe verte qui avait visité les berges. Ils sont pas mis d'accord en haut sur les barrages et il y a un barrage qui a ouvert, l'autre qui a dû ouvrir et ils ont pas fait gaffe. Il y a une vague énorme qui est passée. Toute une classe d'enfants, je sais pas, des très jeunes quoi, finis, noyés dedans. Et lui, sa mission c'était d'aller justement les récupérer. Et à ce moment-là, je venais de naître, moi, il m'a dit la même chose, il m'a dit que c'est ce qui l'a le plus marqué quoi. Et du coup, tu as quand même un suivi psychologique derrière? Non, on n'a pas de suivi psychologique. T'es très fort. Hein. Tu as l'air d'aller bien. Ça va, mais tout le monde va bien. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a un truc qui nous permet d'aller bien psychologiquement. Déjà, ceux qui réussissent cette année de sélection sont les plus forts psychologiquement, donc on a un avantage sur les autres. Ouais. Mais surtout, dans les sociétés, ils devraient faire la même chose. Nous, on appelle ça un débriefing émotionnel. Donc on fait un débriefing technique et tactique parce qu'on peut toujours mieux faire. Même si on a 100% de réussite, il y a toujours des petits trucs à caler. Et puis après, entre nous, on fait un débriefing émotionnel. Moi, quand j'ai vu le cadavre du petit sur le paillasson, voilà, ça m'a mis un coup au moral. Je m'aperçois que Pierre-Paul Jacques aussi, je suis pas le seul. On a vécu la mission tous ensemble et on va parler. Moi, j'ai eu peur là, moi, j'ai été inquiet là. Quand j'ai vu, ça m'a traumatisé et on n'est pas le seul à avoir eu cette émotion et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça permet de repartir le lendemain sur de nouvelles missions. Voilà. C'est l'instant sponsor. Je savais pas où le placer. Je savais pas où le placer, Jordan. Là, hein. Il faut le faire. Eh bien, si vous cherchez des gilets pare-balles pour téléphone, j'ai pas mieux. C'est tout de suite. Messieurs, dames, bonsoir. Tenter d'arrêter une balle de pistolet avec une coque Rhino Shield, pas sûr de l'idée. En revanche, se laisser tenter par les collections One Piece, Naruto Shippuden, Harry Potter, Pixar ou PSG est une bien meilleure idée. Toutes disponibles et personnalisables aussi bien pour les clear case, coque 100% transparente, que pour les solides suites. Il en va de même pour cette toute nouvelle collection Mohamed Ali d'ailleurs, ou encore celle de Marvel ou du PSG. Vous pourrez donc profiter de moins 10% sur tout le site pendant 48 heures avec le code GIRAFE. Ne cherchez pas le rapport, il n'y en a aucun. Sur ce, bonne fin de vidéo. D'ailleurs, pour ces prochaines missions, il est incroyable. S'il veut se remettre dedans, Bernard, on pourra demander à Rhino Shield qui crée un... Mais j'irai quand même pas en colonne d'assaut avec un Rhino Shield, avec tout le respect que je leur porte. Peut-être qu'après, c'est peut-être pas non plus super utile de créer une coque qui résiste aux balles. C'est pas leur taf. Non. Quand tu mets l'âge dans mon cœur. Ouais, bah ouais, du coup, le téléphone, faut toujours qu'il soit placé là, quoi. Moi, ça me donne de la force. Je m'attendais à ce qu'on ait des discussions folles, mais à ce point-là, je pensais pas. C'est vraiment franchement, moi, ultra poignant, ultra émotionnel, je peux me permettre. C'est tellement fou que j'écoute les histoires que tu dis, j'ai l'impression que tu me racontes des pitchs de films, et à chaque instant, il y a mon cerveau qui me rappelle que c'est la vraie vie, et que heureusement que tu disais tout à l'heure, on protège quand même la population de toutes ces histoires, parce que sinon tu deviens fou. Mais toi, tu t'es pas du tout protégé de ces histoires-là. Au-delà du débriefing de chacune des missions, comment est-ce que ta carrière émotionnellement, comment elle t'a transformé? Alors déjà, il faut savoir que les gens qui m'ont fait progresser le plus dans ma vie, ce sont mes preneurs d'otages. C'est eux qui m'ont fait progresser le plus parce que t'as gardé contact avec ça? Non, jamais. Jamais. Ce sont des grands truands quand même. Donc ce sont qui m'ont fait progresser. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont appris à maîtriser mes émotions, à pas rentrer dans la colère, à maîtriser ma peur. Et ça m'a fait évoluer énormément. Ces 14 mois de sélection aussi au GIGN m'ont fait énormément évoluer. Tu parles beaucoup de cet entraînement-là, c'est que ça doit être intense quand même. Parce que à l'échelle de ta carrière de 10 ans, 14 mois en temps, c'est pas beaucoup. Pourtant, tu y reviens souvent, donc c'est que c'est intense quand même. Franchement, c'est une formation extrêmement dure psychologiquement. Physiquement, c'est très très dur, mais psychologiquement, c'est encore extrêmement dur. Qu'est-ce qu'il y a comme chose de psychologique pendant la formation qui peuvent t'impacter autant? Quand on te tire dessus dès le premier jour? Oui, mais ça c'est ok. J'ai un peu le temps là ou pas? Ouais, bah là, oui, la nuit. Oui. Je vais te raconter ma dernière épreuve et tu vas comprendre. On sait pas si on fait 12, 13, 14, 15, 16, 17 On te dit pas au début ça. Et tu sais même pas ce que tu vas faire l'après-midi ou dans une heure, tu sais pas. Déjà, pendant 14 mois, tu dors très peu, tu es toujours dehors. 14 mois, c'est tellement long. C'est très très dur. D'un seul coup, on est 100, puis d'un seul coup, on est 90, puis d'un seul coup, on est 80, mais on sait pas où ils sont disparus. En fin de compte, ils ont été éliminés, tu vois. On ne dit pas forcément. Au départ, tu sais pas. Et au bout du deuxième mois, on n'était plus que 25 déjà. Ah oui, d'accord. Il reste encore un an à tenir. À la fin, on n'était plus beaucoup, on était 7, 8. Et j'ai mon chef de groupe qui m'appelle et il me dit voilà, je vais te dire deux choses. Pas mon chef de groupe, mon instructeur, pardon. Tu vas être chef de groupe ce soir, parce qu'on est aussi jugé sur notre aptitude à prendre des décisions pendant cette formation. Il dit tu vas être chef de groupe ce soir, tu iras le dire aux autres stagiaires. Dans une semaine, c'est terminé et vous faites tous l'affaire, vous serez tous brevetés. Imagine un peu, là, je suis. On t'annonce que c'est bon, c'est fait. Ça a été passé. T'as quand même un petit truc dans ta tête qui dit c'est peut-être encore un test? Ouais. Même pas. Ah ouais, mais là, il m'a boosté à fond. Je vais voir mes copains. Au bout de 12 mois, donc probablement tu dis non, il peut pas faire ce coup-là. Non. Donc je vais leur dire. En tout cas, tout le monde est content. Ah ouais, on s'attrape par les épaules et je leur dis les gars, j'ai quelque chose de très important à vous dire. À la fin de la semaine, on est tous brevetés GIGN. Et tu sais pas que t'es en train de leur mentir, je suis sûr. On savait pas ce qui nous attendait. Et on arrive sur le pont, on est tous boostés et
l'instructeur arrive, il jette une corde par-dessus le pont, il me dit tu fais descendre ton équipe. Donc on a des sacs de 20 kg avec l'armement, on a à peu près 30 kg sur nous. Il dit tu descends en dernier, on est au mois de décembre dans la région parisienne. Sous le pont, il y a quelqu'un qui va te donner ta mission. Et là, effectivement, il y a un mec avec une barque, je vais, il me dit t'es là, il faut que tu ailles là. Sans mentir, il y a au moins 40 km. En barque? À pied, avec 20 kg et on ne sort pas de l'eau, il faut rester dans la rivière. Oh là là. Ah ouais, d'accord, ok. Wow, Le concept d'hypothermie. Il faut savoir que dans la région parisienne, cette rivière elle passe sous des villages, il y a des tunnels qui font 1 km de long et tu as maximum 10 cm d'air entre le haut du tunnel et la... Tu vois, donc tu es obligé de te mettre sur le dos. Voilà. Avec 30 kg de matériel. Et donc on met 25 heures. Et on arrive là-bas, on sort, on est trempé, il dit mettez-vous sous les sapins. C'était pas la mission ça? Non, c'est pas la mission. Ça marche. Et il dit vous mettez-vous sous les sapins et vous avez des cibles qui vont apparaître, c'est des terroristes, il faudra les traiter. On a un système de tir qui s'est fait à Djibouti dans 74 je crois, ou 76 je sais plus, où ils ont neutralisé 6 preneurs d'otages, 6 terroristes grâce au GIGN avec un tir simultané. On n'entend qu'un coup de feu et 6 preneurs d'otages sont abattus. Et donc c'est un entraînement qu'on refait régulièrement. Et donc on reste encore 2 heures trempés comme ça sous les sapins. Sans bouger du coup là? Sans bouger. Parce qu'avec l'effort physique, t'as moins froid, mais là t'es en train de... Ah bah là tu gèles. Ils vont faire apparaître des cibles et il faut faire un tir simultané. Voilà. C'est votre et donc truc. le problème c'est que tu as 3 cibles qui apparaissent mais pas les 7 en même temps. Tu vois. Donc on était 7 stagiaires et tu as toujours que 3 cibles, 4 cibles, 6 cibles mais pas la 7e donc on ne peut pas tirer. D'un seul coup, au bout de 2 heures, les 7 cibles se lèvent. Pendant 2 heures, il y a des simulations et tu sais jamais quand ça va être. Et là les 7 cibles se lèvent, on entend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vues, 3, 2, 1, feu, on tire, on n'entend qu'un coup de feu. Et moi j'avais tellement froid que je jure, la lunette elle passait un coup de temps en temps devant la cible. Et on va au résultat et je croise les doigts Pour que ce soit passé. Ouais. J'arrive avant l'instructeur et je vois que j'ai pas d'impact dans la cible. L'instructeur arrive, il regarde ma cible, pas d'impact. Et de la façon dont il me regarde, je sais que ça va être très mauvais pour moi bientôt. La deuxième cible, troisième, cinquième, sixième, septième, pas d'impact. Personne n'a touché la cible. On avait tous froid, tellement froid, et on était à 200 mètres qu'on a tous loupé. Et là, l'instructeur se met en rogne et il nous disait toujours un truc, si ça rentre pas par la tête, ça rentre par les pieds. Et là, je peux vous assurer qu'on va souffrir. Et il dit, puisque c'est comme ça, vous allez faire une piste du risque. Celui qui fera un échec sera viré. Et celui qui fera le moment chrono sera viré aussi. Donc là, il y en a 2 qui partent. Donc là, tu étais quand même dans un mental où on vient de te dire que t'es pris quoi qu'il arrive et il est en train de défaire ce confort mental qui t'avait construit. Ouais, là, il te détruit psychologiquement. Ouais. Et là, c'est super dur parce que tu pars d'un moment euphorique où tu crois que tu vas être pris, d'un coup, là, bon, tu sais que voilà, il y en a 2 qui vont être virés et tu pries pour pas que ça soit toi. Et en vrai, il le savait très bien que vous alliez pas réussir. Enfin, j'imagine. Oui, c'est fait pour. Il me dit Bernard, tu passes le premier puisque c'est ta faute si la mission a foiré. Tu sais, il essaye de monter le groupe contre toi en plus parce que tu étais le chef de groupe, c'est toi qui as foiré. Donc tu passes le premier. Et donc j'arrive au début de la piste et il me dit rappelle-toi, tu fais mon chrono, t'es viré, tu fais un échec, t'es viré aussi. T'es prêt? T'es jamais prêt dans ces moments-là? Je dis oui, allez, c'est parti. Donc je monte sur un bâtiment de 5 étages par les balcons. Hein. Je monte sur le toit. Là, ils ont tendu une tyrolienne inversée sur un bâtiment de 10 étages en face. C'est un câble de fer qui est comme ça. Donc tu t'accroches et tu tires. Ah, tu dois monter? Ouais, c'est super dur. C'est super dur, surtout après. Après ce qui vient de se passer là, après les 12 mois dans les pattes. Donc tu arrives sur le bâtiment de 10 étages, là-bas c'est simple, tu le traverses et là tu arrives, tu redescends par les balcons de l'autre côté. Donc tu t'accroches, tu redescends. Tu as des parties où tu es assuré, puis il y a des parties où tu n'es pas assuré. Sur les entraînements, il y a des blessés, des morts. Ouais. On a eu plus de morts à l'entraînement qu'en mission. C'est incroyable ce que tu racontes. Vraiment, ça explique le fait que ce soit la meilleure du monde. Et donc je fais tout le parcours et à un certain moment j'arrive à la dernière épreuve. Là il faut monter à une gouttière. Tu t'accroches, c'est un toit qui est extrêmement long, qui fait au moins tout ça. À la force des mains, tu traverses tout. Il m'a dit là c'est la dernière épreuve, vas-y, traverse, dépêche-toi. Donc j'y vais, je monte, je traverse et puis arrivé au milieu, je sens quelque chose de chaud sur mes avant-bras et je regarde, je vois du sang, je continue et puis je sens quelque chose qui me fait mal dans les mains et en fin de compte c'est un toit plat avec une arête en béton et ça me coupe mes paumes de main. Je serre les dents, je vois que la gouttière est là-bas, je redescends et je descends la gouttière. Je regarde mes mains et j'ai ma peau qui est complètement retournée, je suis ouvert et j'ai tellement mal que je tremble. L'instructeur me regarde, me dit tu t'es fait mal? Bah je dis ouais, je me suis ouvert les paumes de main avec la corniche. Il dit montre-moi et je peux même pas ouvrir mes mains parce que quand tu ouvres les mains ça tend la peau. Tu vois. J'ai même du jaune, c'est la couche adipeuse qui est apparente et il voit mes mains, il me fait ah ouais quand même. Bon il me dit c'est pas grave, pour lui peut-être mais pour moi je peux t'assurer que ça pique. Et là il me dit quelque chose qui m'achève, il me fait bon, maintenant que tu as repéré la piste, on va la faire chrono. En fin de compte c'était un repérage. Et là, il part au début, et moi j'ai les mains comme ça, et je suis lancé une blague. Et j'arrive au début de la piste, et là, effectivement, il sort un chrono. Il me dit, rappelle-toi, si tu fais un mauvais chrono, je te vire, et si tu fais un échec, t'es viré aussi. Bam, il déclenche le chrono, et c'est reparti. Tu m'étonnes que tu fais que toi de ces 14 mois. Avec tes mains là, tu repars sur le câble en acier, que tu montes. La première fois, j'ai mis une demi-heure. Là, je suis 1 heure, j'ai pas terminé la piste. J'arrive à la dernière épreuve, la gouttière plus l'arête. Je monte à la gouttière, et quand je m'accroche à l'arête avec mes mains en sang, ça rentre exactement dans la plaie. Je peux t'assurer que c'est comme un coup d'électricité. Non, mais c'est un truc de ouf. Et là, j'ai tellement mal que je bouge plus. Et l'instructeur est là, il me dit, continue parce que si tu restes là, tu vas tétaniser, tu vas tomber. Si tu tombes, je te vire. T'es haut là à ce moment-là, je veux dire, c'est la chute, elle est. Non, je meurs pas. Mes pieds sont à 1 mètre du sol. Je meurs pas. Au pire, une entorse. J'ai il a raison, faut que j'y aille. J'envoie une main et ça me fait tellement mal que je lâche et je tiens plus qu'à être par une main. J'ai plus de force, je suis fatigué et puis surtout, je sens que la peau s'arrache. Et donc là, je lâche et je tombe, bam, à côté de l'instructeur. L'instructeur, il me regarde. Là, il n'y a pas d'empathie. Il me dit, ok, tu viens de faire un échec, t'es viré. Casse-toi tout de suite.
c'est terminé pour toi. Et là, il s'en va chercher le prochain candidat. Je craque émotionnellement parce que c'était mon rêve de rentrer au GIGN. Et c'est 14 mois que j'ai fait pour rien. Et tes mains, tu vois tes mains, tu vois que tu as ouais. refait le parcours, la façon dont on te le dit et tout, c'est... Est-ce que tu as un espoir de dire je suis constamment dans un test et je sais pas quand ça s'arrête? Là, tu c'est fini. Là, pour toi, c'est fini, tu rentres chez toi et fini. tu vas te mettre en boule. Et là, l'instructeur, il voit que je bouge pas. Il revient vers moi, il me hurle si t'as pas compris ce que je t'ai dit, casse-toi tout de suite, on n'a pas besoin d'un mec comme toi au GIGN. Et je bouge pas, je suis là, mais je suis effondré. Et il refait demi-tour et il revient vers moi, toujours en colère, il voit mes larmes. Et là, il me fait un cadeau empoisonné. Il me dit, il reste une dernière épreuve, tu peux la faire si tu veux et après je te vire. Enfoiré. En termes de motivation, il y a mieux. Je réponds même pas à sa question, elle est complètement débile. Qu'est-ce que je vais aller souffrir dans une dernière épreuve pour être viré autant que je sois viré tout de suite? Je réponds pas, il me loche les épaules, il s'en va. Et là, je réfléchis en vitesse, je me dis, mais mince, ces 14 mois de sélection m'ont complètement changé ma vie. Mais j'ai progressé, j'ai évolué, je suis rentré dans une maturité incroyable grâce à ces 14 mois de sélection. T'es par terre, t'as froid, t'es épuisé, t'as les mains coupées en deux et tu te dis ça quand même. Là, tu relativises et tu te dis... Et là, je me relève et là, il avait déjà fait 10 mètres. Je lui dis, si, je veux bien la faire. Et là, il s'arrête, il met 2 secondes avant de se retourner. C'est long, 2 secondes. Parce qu'il se retourne, il vient vers moi, il me dit, qu'est-ce que t'as dit là? Je dis, ouais, je veux bien la faire. Et il me dit, j'ai déjà vu des abrutis, mais comme toi, jamais. Et si tu as envie de souffrir, eh ben, tu vas être servi, tu vas souffrir. Et là, je commence déjà un peu à regretter. Et il me jette une feuille en plein visage. Il me dit, ramasse ta feuille, mémorise le plan. Putain, c'est le plan d'une maison. Le truc le plus violent, c'était le lancer de feuille dans les 14 mois. C'est super plan de feuille quand il fait froid. Et là, je prends ma feuille, je sais même pas dans quel sens. Et je vois que c'est une maison, il faut que je rentre dans cette maison à droite. Puis après, que j'aille à gauche, je descends dans la cave et là, il y a quelque chose. Il me reprend le plan, il me dit, suis-moi, dépêche-toi parce que j'ai pas de temps de perdre avec un loser. Dépêche-toi. Ouais, je le suis, on est en pleine campagne. T'es parti en vacances avec ce type après ou pas? Non. T'as pas eu envie de lui dire, va te faire foutre? Non, c'est devenu un super pote. Ah ouais? Ouais. On lui fait des bisous. Et donc je le suis et il met un masque à gaz, il m'en donne pas, j'ai trouvé ça louche. Oui, je comprends pas pourquoi il a mis un masque à gaz en pleine nature. Et puis un truc que je comprends, il y a une maison qui est saturée en lacrymogène, il y a 100 mètres carrés, mais je t'assure, le mec il est au bout de la nuit, il t'a fait faire tous ces tests là, il a encore une feuille avec un plan et une maison remplie de lacrymogène prête au cas où. Comment il s'appelle? Christian, mais c'est un créatif, parce qu'il faut avoir ces idées-là. L'humain est le plus créatif quand il s'agit de faire mal. C'est dingue, c'est dingue. Et donc j'arrive devant cette maison, on croit que c'est un incendie tellement qu'il y a de la fumée noire qui sort, enfin grise, mais c'est que du lacrymogène, tu vois. Il me dit, tu te rappelles du plan, tu rentres là-dedans et tu vas où il y a la croix. Je rentre là-dedans, je peux t'assurer que ça me brûle l'œsophage, ça me brûle les poings. C'est une torture là. Mais c'est atroce. Hein. Et là, je vais à droite et là, je m'aperçois que le plan qu'il m'a donné correspond pas au plan de la maison. Et là, je cherche. Rien. Et donc là, je suis asphyxié dans cette pièce là et j'essaye de trouver la sortie. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi en fin de compte. Hein. Puis je trouve une porte et je rentre, le couloir. Je sais même plus si c'est à droite ou à gauche. Je prends à gauche, bingo, c'est à gauche. Il y a l'escalier, je tombe dans la cave et là, il y a une phrase marquée. C'est pas là. C'est pas là. T'es viré encore. C'est cher la phrase. Et j'arrive pas, je vois que des lettres, donc je rassemble ces lettres et puis ça fait une phrase. Et là, l'instructeur qui est derrière moi avec son masque, il me dit lis la phrase. Et là, c'est bizarre parce que votre organisme vous protège avec le lacrymogène. Je bave, je me rappelle, je bave énormément. C'est pas glamour, hein, je suis désolé, mais je bave énormément. Franchement, c'est ok, tu peux te permettre de baver. Le glamour était parti au moment où tu avais parlé de ce qu'il y a en dessous là. C'est vrai, comment ça s'appelle. Je bave énormément et puis à chaque coup j'essaye de prononcer la phrase, j'arrive pas. Et puis là, il me dit si tu fais une syncope, c'est pas moi qui vais te sortir d'ici, donc dis-moi cette phrase et tu te casses. Et puis là, je la hurle cette phrase et je me rappellerai toute ma vie. C'est la souffrance physique n'est rien à côté de l'échec. Et puis ok, c'est bon, maintenant casse-toi. Et là, il y a un petit soupirail, je me rappelle, je vois une lueur, je m'accroche, je passe ma tête par le soupirail, il y a le médecin militaire qui est dehors qui me tire et qui me met sous oxygène. Et là, l'instructeur fait le tour, il enlève son masque, s'assoit à côté de moi, il me dit qu'est-ce que t'en penses de ma phrase? Christian, merde, on va voir ça plus tard. Christian, laisse-moi m'oxygéner, je reviens vers toi. Il me dit pourquoi tu t'en fous chier? Parce que ça fait 14 mois que je suis ici, 14 mois que je prouve Ah ouais, là que je vais la t'as pété un faire. câble là. Ah ouais. Ok. 14 mois que j'ai pas fait d'échec, je fais un échec et vous me virez. Je t'avais prévenu, je t'avais dit que si tu faisais un échec, t'étais viré. T'as fait un échec, t'es viré. Bon, il me dit t'as mal où là? J'ai dit j'ai mal là. Moi quand j'angoisse, j'ai toujours une boule au niveau du corps. Il y en a qui l'ont dans la gorge, moi je l'ai là. Il me dit t'as mal là, ouais. Et tes mains, t'as encore mal, tes mains? Oh, je regarde mes mains, elles sont toujours dans un état atroce. Je dis non, j'ai plus mal aux mains, j'ai mal là. Donc il me dit exactement. Donc ma phrase elle est vraie. La souffrance physique n'est rien à côté de l'échec. Et je dis ouais, si vous voulez. Attends, waouh. Et T'as là- déjà raconté tout ça? Attends, écoute-moi, et c'est là où c'est fort. Et là, il se relève, il m'attrape par le bras, il me met debout, il me pose une main sur mon épaule, il me dit, tu sais Bernard, un champion, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, un champion, c'est celui qui se relève le plus vite. Malgré ton échec, tu t'es relevé, tu as ta place au GIGN, bienvenue. Oh la vache. Et j'ai été pris grâce à cet échec. Voilà comment je suis rentré au GIGN. Et là, j'ai encore pleuré encore plus. Il me dit, maintenant, tu as un avantage sur tout le monde, tu sais que quand tout est perdu, quand il n'y a plus d'espoir, tu sais que tu peux encore gagner. Ne l'oublie jamais. Et cette phrase m'a servi tout au long de ma carrière au GIGN parce qu'on passe par des moments de doute intense, hein, quand tu arrives dans une mission, c'est incroyable. Et elle me sert encore aujourd'hui tous les jours. Je vais la noter maintenant, C'est je ne veux pas incroyable. l'oublier. Est-ce que tu avais déjà raconté tout ça quelque part? Ouais, ça m'est déjà arrivé de raconter une ou deux fois, ouais. Enfin, je sais pas, je suis dégoûté de ne pas l'avoir entendu avant. Non, mais Je là, me dis, ça, faut que tout le monde voit ça. Là, on est au sol. Plus impactant, ouais, vraiment. Oui, mais tu sais, un jour, dans une de mes conférences, il y a une dame qui me dit, oui, mais vous devez avoir un mental d'acier. Je dis, mais le mental, ça sert à rien. Et les gens pensent toujours qu'il faut avoir un mental, non. Et je dis, je vais vous le prouver tout de suite. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire en sport? Est-ce qu'il y a un truc en sport? Le sport, le Courir. sport. Courir. T'aimes pas courir? Non. Si je te dis, tiens, ce soir à 22h, on va aller faire un
footing de 5 km tous les deux. Waouh, je te dis, Bernard, je t'apprécie énormément, mais Il y aura bon, Christian. S'il y a Christian, je viens pas, ça c'est sûr et certain. Donc on pourrait dire, tiens, il veut pas venir, il a pas de mental. Ok, maintenant, je te dis, je te donne 50 millions si tu vas courir 5 km à 22 h avec moi ce soir. Je suis là. Il y aura quand même Christian. Même s'il y a Christian. Est-ce que tu as eu un mental d'acier en 3 secondes? Non, le mental il reste le même, donc le mental sert à rien. Mais tu as été motivé. Ces 50 millions t'ont motivé. Donc dans la vie, il faut savoir qu'est-ce qui te motive. Et ceux qui tiennent au GIGN, ces 14 mois de sélection, ce sont les plus motivés. Ils ne sont pas motivés par la paye parce qu'on a une paye très modeste au GIGN, mais ils sont motivés parce qu'ils veulent faire un métier intéressant, parce qu'ils veulent sauver des vies. Donc encore une fois, c'est la motivation. Quand on commence à parler qu'il faut être persévérant, pour moi c'est négatif parce que déjà ça veut dire que tu vas souffrir. Maintenant, qu'est-ce qui te motive? Un signe de motivation, c'est qu'est-ce qui te fait plaisir. Si tu es motivé, tu réussiras à faire tout. Voilà. Et ta motivation principale, c'était? Ma motivation principale, tu sais, fils de militaire. Je vais voir Booster en même temps. On est une génération où on a eu la chance de ne pas connaître de guerre. Et ça, c'est un bonheur. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Je trouvais que la gendarmerie, et notamment le GIGN, c'était une belle voie. Voilà. Ah, on en ouvre un autre? Ça va être le dernier de la vidéo là. Psycho Quack, je le donne à Bernard parce qu'il essaie de rentrer dans la tête des. C'est le Pokémon télépathe. J'ai Jessie et James Shiny. Sympa. Arène d'Argenta de Pierre, bon. Psycho Quack aussi, je le donne, ce sera ma participation également. Il a de Psycho Quack, Bernard. De Psycho Quack. Et peut-être qu'on est riche et on ne sait pas. Hein. Mais on ne sait C'est pas. Ouais. exactement ça. Là, pour les fans de cartes, c'est absolument honteux ce qu'on est en train de faire. Moi, je trouve que c'est bien rangé, là, tu vois. On est sur un délire où il faut mettre des gants, les enlever délicatement, ne surtout pas corner, etc. Ouais, non, mais là, on se fait détruire par certaines personnes. Là. Je suis même navré du coup. Là, la destruction psychologique que tu as eue, c'est rien Ah, face à ce qui va là, se passer là dans les non, commentaires non, avec les non, cartes Pokémon. non. Parce que du coup, tu aurais pu continuer à. Oui, moi, je suis parti à 37 ans, j'aurais pu faire jusqu'à 47 ans. D'accord. Mais c'est un certain ras-le-bol émotionnel. T'as quel âge là-bas? 52. Mais tu les fais pas du tout, c'est un truc de ouf. Putain, allez, tiens, ok, allez, ok, tiens. Vraiment. Tu parles beaucoup de te rattacher avec des infos que tu peux avoir, des choses comme ça. Est-ce que c'était déjà arrivé d'arriver devant et de te dire je n'ai aucune info? Bien sûr, tu sais rien du tout, il y a tu des réussis quand même. Bah ouais. Comment tu obtiens ça? Alors souvent ils ont déjà des revendications, ils veulent une voiture, ils veulent quelque chose. J'avais vu quelqu'un qui parlait, qui avait bien expliqué ça sur internet. Par exemple, tiens, si je te vends cette bouteille d'eau là, maintenant 50 €, j'ai aucune chance que tu me l'achètes parce que tu en as une là, tu as une là, tu as une là. Maintenant je t'emmène dans le désert, ça fait une journée que tu n'as pas bu, je te vends cette bouteille de 50 €, tu l'achètes. Maintenant je me dis non, j'en veux beaucoup plus, je vais attendre 2 jours, tu es capable de me donner ta maison pour cette bouteille d'eau et 3 jours tu me donnes tout ce que tu veux. Les négociateurs, quand il y a un ultimatum, par exemple, je veux une voiture, ils ont peur. Mais moi, psychologiquement, je me frotte les mains parce que quand j'entends je veux une voiture, moi j'entends un besoin. Et là, Ok. ce besoin, c'est comme cette bouteille d'eau, elle va prendre de la valeur. Et plus ce besoin a de la valeur, plus il va me donner des otages. Et je peux avoir encore plus d'informations sur lui parce que là, les otages, ils vont parler, ils vont me donner des informations. Il faut qu'on arrête cette émission. Ouais, il faut arrêter, mais il faut. je sais C'est plus quoi à la faire. fois. On peut tomber sur un truc humoristique peut-être. Avec plaisir. C'est un jour, ils ont repéré un gars qui faisait des choses atroces. Il s'arrêtait sur les aires d'autoroute, il violait les gamines et il égorgeait les parents. Humoristique peut-être. Et donc on nous appelle et les gendarmes nous disent non, on ne peut pas rentrer dans la cité parce qu'on tout de suite on est repéré. Et le mec, il est localisé dans tel immeuble, par exemple, bâtiment I2, porte 332. Nous, on prend des photos, des vues aériennes parce qu'il y a des hélicos, il y a des kilomètres de haut, on n'entend même pas l'hélico, ils nous envoient des photos, tout ça. Et donc on est à 10 dans le master et puis il y a un qui conduit, c'est des véhicules de chantier. Il fait semblant d'emménager dans la cité, donc il y a un tapis qui traîne par terre, il y a une fausse plante en plastique devant, tout ça. Et on passe le premier checkpoint, je sais pas comment on appelle ça, et on arrive devant le bâtiment I2 que le gendarme nous avait donné. Le chauffeur nous dit attention, il y a 4 jeunes qui dealent devant dans le hall d'entrée, mais là on n'est pas là pour eux, nous on s'en fout. Hein. Nous, notre objectif, c'est le 3e étage, poste 332 de ce bâtiment. Et je suis le premier de la colonne d'assaut, donc pas de négo, là on fait l'assaut directement. Il n'y a pas de prise d'otage ou quoi que ce soit là. Là, il est tout seul Voilà. chez lui, Il est il tout seul chez s'attend lui, pas à ce qui se il passe. s'attend pas. C'est en gros un interpellation. Ouais, voilà, exactement. Et donc, ok, top action 2 secondes. Alors là, tu sens l'adrénaline qui monte, 1 seconde, top action. Et là, j'ouvre la porte du master et on a dit à sortir et on court en direction du bâtiment, juste où il y avait les 4 jeunes qui dealaient. Bah, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient les pitbulls débarquer. Ils sont là pour nous. Donc ils rentrent dans le bâtiment, mais malheureusement, c'est le même bâtiment que nous. Mais nous, on a une certaine inertie, donc on les rattrape. On est des bons coureurs aussi. Et puis, ce que je me rappelle, j'avais un jeune à côté de moi, il me regarde, je le regarde, on rentre dans le bâtiment, mais il continue à courir avec nous. Les mecs se sont dit, c'est nous vraiment là Attends, là, dans toute la cité. J'ai vendu 3 barrettes. J'ai vendu un 10 balles, vous êtes sûr de déployer tout ça pour moi? Et donc on rentre et donc il y a un escalier qui descend dans la cave, puis il y a un escalier qui commence à monter les étages. Et eux ils descendent dans les caves forcément parce qu'ils ont des labyrinthes, ils ont des caches. Et nous on monte, 1er étage, 2e étage, et j'arrive au 3e étage, on pose l'explos sur la porte et boum. Et là je rentre et je vois le gars au fond du couloir. Je fonce sur lui et il rentre dans sa chambre certainement pour prendre son arme. Je tourne et je le vois, il est derrière le lit. Et il se plonge sur le sol certainement pour ramasser son arme en dessous du lit. Et je saute sur le lit et boum, je lui tombe dessus, je l'écrase. Le 2e binôme qui arrive, on lui met des serflex, puis on le retourne, le gars il est pris et je regarde sous le lit, pas d'arme, je regarde sous le matelas, pas d'arme, donc peut-être qu'il essayait de se cacher. Puis le gars il dit oui, j'ai rien fait, pourquoi vous êtes là? À chaque coup ils ont rien fait. Hein. Mon copain lui dit tu sais très bien pourquoi on est là. Alors il avait quand même pas mal d'humour, il me dit ouais c'est parce que j'ai pas payé le métro ce matin. Ah ouais, oui, il est en détente. Il avait de l'humour. Et puis d'un seul coup il y a l'OPJ qui vient, l'OPJ qui est territorialement compétent, il rentre dans le bâtiment, il rentre dans l'appartement et il vient nous voir, il arrive, il est en sueur, il dit je me suis trompé, c'est au-dessus.
Il avait vraiment rien fait du coup. Ouais, il avait réellement rien fait. Il était premier Doug quoi, il a dit non mais j'ai pas payé mon métro, c'est ça, mais qu'est-ce qui c'est quoi ça, cette vie? il a vraiment- Les règles sont super dures, qu'est-ce qui se passe? Bon, il devait quand même avoir des choses à se reprocher puisqu'il a essayé de sauter Oui, par la oui, fenêtre oui, quand on c'est est ce que arrivé. j'allais Donc, Oui, et puis il allait à côté du lit, s'est jeté à côté du lit. c'est là on se dit le renseignement c'est capital, tu vois, un mauvais renseignement et ben voilà. Oh, et comme merde. on pouvait pas repérer avant parce que la cité était tellement craigneuse, on a fait confiance. C'était pas 332, c'était 432. Ok. Oh non. Et le gars du dessus justement, lui il a pas entendu le... Si, il a entendu, pour te dire, hein, quand le premier est rentré, il a vu le gars était caché derrière le rideau. Il avait que ses pieds qui dépassaient derrière le rideau, tu vois. Et il incroyable. était en train de se pisser dessus. Non. Ouais, il était en train de se pisser dessus. Et donc il lui a foncé dessus, il l'a attrapé parce qu'on sait pas s'il est armé ou quoi hein, derrière le rideau. Il l'a menotté, voilà. C'est nul quoi. Vous avez fait un truc en mode, on voit tes pieds, enfin, je dis pas. Oh non, tu peux pas mieux te cacher là parce qu'on t'a déjà vu. Ouais, essaie, retente. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo qui est sans doute l'une des plus passionnantes de cette chaîne YouTube, qui était un bonheur. Merci beaucoup Bernard. Ben, merci à vous, merci à vous deux. Dans la description, on met les informations concernant Bernard. Tu nous diras ce que tu veux qu'on mette, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Hein, C'est Covid. avant de finir, je dois lâcher cette arme. Juste à la voir. Mais, non, déjà, je vais te dire un truc, ça te sert à rien. Putain, c'était super Il est convaincant. Il est excellent. Il est excellent. Décapter les zooms, tu l'as compris, c'est décapter les zooms.